tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie. La franchise Matrix est un véritable nid à références et les sœurs Wachowski ne s'en sont jamais cachées. Pour preuve, la tonne de références au cinéma asiatique, que ce soit avec les films hongkongais de John Woo ou la Japanimation avec des films comme Akira ou Ghost in the Shell. En septembre 1999, les sœurs Wachowski et le producteur Joel Silver débarquent au Japon pour présenter Matrix. Ce qui aurait pu être un banal exercice de promotion est en fait un véritable voyage d'affaires, puisque le trio rencontre des concepteurs de jeux vidéo, des réalisateurs de films d'animation, et visite aussi des studios comme le studio 4 degrés ou Madhouse. Pour les aider sur place, le trio est mis en relation avec Michael Arias, un vieux copain de John Gaeta, le superviseur des effets visuels de Matrix. Certains le connaissent sûrement car il a réalisé par la suite l'adaptation du manga Tekken King Crate. Durant le voyage de retour, le trio pense alors à un projet autour de Matrix qui engloberait des films live-action et animés, ainsi qu'un jeu vidéo. Ce qui nous amène au projet cross-média de 2003 qui contenait le diptyque Reloid Revolutions, le jeu vidéo Enter the Matrix et les Animatrix. Avec les Animatrix, les sœurs Wachowski confirmaient leur amour pour l'animation japonaise en réunissant certains de ses meilleurs artisans de l'époque, avec toutefois quelques exceptions comme Andy Jones et Peter Chung. Les Wachowski se sont particulièrement impliqués dans le processus créatif en sélectionnant les différents scénarios, en écrivant même certains et en collaborant avec les différents réalisateurs. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que les courts-métrages écrits par les sœurs Wachowski soient directement liés à la mythologie de la franchise, à savoir la Seconde Renaissance, Histoire de Kid et Dernier vol de l'Osiris. Comme suggéré à l'instant, il existe deux types de courts-métrages dans l'anthologie. Il y a ceux directement liés à la mythologie et à différents personnages, et il y a ceux qui se basent plus sur des concepts entrevus dans le premier film. Donc si vous êtes prêts, commençons avec la première catégorie. Numéro 1. La Seconde Renaissance de Mairo Maïda. Animateur depuis le début des années 80, notamment sur des films des studios Ghibli, Mairo Maïda s'est imposé avec Blue Submarine No 6, une série qu'il réalise en 1998. C'est cette dernière qui le fera se faire remarquer par les Wachowski et Michael Arias, et par la même occasion, même si ce n'est pas le réalisateur le plus prestigieux de l'anthologie à l'époque, on le retrouvera par la suite à la co-réalisation des deux derniers films Rebirth of Evangelion. A l'origine, l'histoire de la Seconde Renaissance devait servir à un comic book dérivé de la franchise, et il est d'ailleurs assez ironique que le seul personnage non designé par Mairo Maïda soit en fait issu d'un comic book Matrix dessiné par Geoff Darrow, le storyboarder de la trilogie de base. Il n'est pas très étonnant de retrouver les sœurs Wachowski au scénario de la Seconde Renaissance, puisque le court-métrage revient considérablement sur les origines de la mythologie de la franchise. Ainsi, on découvre l'animosité de l'homme envers la machine, les progrès de l'intelligence artificielle au point que les robots construisent leur propre pays, la guerre inévitable entre l'homme et la machine qui se conclut notamment avec l'extinction du ciel par l'homme, ce qui l'amène à sa propre perte et à la création de la matrice. Il est bon de souligner que l'interdiction aux moins de 12 ans présente sur la jaquette du DVD n'a rien d'anodine puisque les animatrix sont globalement assez violents. Pour preuve, cette Seconde Renaissance qui est certainement le plus radical de tous les courts-métrages présents dans la sélection, avec des exécutions de robots et d'humains particulièrement violentes, choquantes et qui renvoient parfois à des événements historiques précis. La forme de la Seconde Renaissance se révèle particulièrement intéressante puisqu'on retrouve plusieurs types de documents. On a ainsi les purs passages dans les salles d'archives, on a des documents historiques, des publicités, des flashs d'informations, des éléments de caméra de vidéo et de la pure fiction. Vers la fin du court-métrage, Manhattan est réduite à néant par une bombe déclenchée par une machine. Cette scène avait été storyboardée avant les événements du 11 septembre 2001, et comme beaucoup d'autres productions américaines, elle aurait pu très bien être supprimée du métrage. Toutefois, il n'a pas été demandé à Mairo Maïda de la supprimer et elle est donc conservée dans le film tel quel. Dans les bonus, Mairo Maïda compare le monde d'avant la Matrice à l'Empire romain ou à Babylone, soit la grandeur, la décadence et la chute, soit parfaitement ce qui correspond à l'homme dans la Seconde Renaissance. Numéro 2. Histoire de Kid de Shinichiro Watanabe. Le nom de Shinichiro Watanabe ne vous dit peut-être rien, mais ses créations probablement que si. En effet, on retrouve Shinichiro Watanabe à la réalisation de la série Cowboy Bebop, du film qui a suivi, mais également de Samurai Champloo et de Space Dandy. A l'origine, Watanabe ne devait réaliser qu'Histoire de Kid et il s'est retrouvé à San Francisco pour prendre des photos et des croquis d'un lycée américain. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Clayton Watson qui joue le personnage de Kid dans Reloid et Revolutions. Watanabe en a profité pour filmer l'acteur dans diverses actions et c'est ainsi que l'on retrouve un aspect rotoscopique dans l'animation. Le style du court-métrage est très particulier puisqu'outre la rotoscopie, on retrouve également un aspect crayonné assez irréaliste qui déforme régulièrement les corps des personnages en fonction de leurs mouvements, un aspect que l'on retrouve notamment lors du climax. Avec le style esquisse, il est plus difficile de faire des tracés joints et donc de rajouter de la couleur. L'équipe de Watanabe a donc dû isoler la couleur par ordinateur en doublant les cellules.
Un travail fastidieux, mais comme Watanabe avait l'argent et le temps, il a pu se le permettre. De l'aveu de Watanabe, le scénario ne comportait que la partie se déroulant au lycée, donc la fin du court-métrage. Il a donc dû broder tout le quotidien de Michael Popper, dit le Kid, et notamment ses conversations avec une personne mystérieuse qui se révélera être Neo. Dans Matrix Reloaded, Neo dit régulièrement que Kid s'est sauvé tout seul de la matrice, en l'occurrence en se suicidant. Dans le contexte de Matrix, cela peut paraître cohérent, puisque le personnage en vient à avoir un choc brutal et donc permet son réveil dans le monde réel. Toutefois, cela confirme également que les Animatrix ne sont pas des œuvres à montrer devant tous les yeux et que l'interdiction aux moins de 12 ans n'est pas là pour rien. La fin est d'ailleurs plutôt bien amenée puisque le réalisateur parvient à brouiller les pistes. Ainsi, on assiste à l'enterrement de Michael Popper et on peut se poser des questions. Soit on est dans la matrice et donc tout cela est faux et le personnage est passé de l'autre côté du miroir, soit tout cela est bel et bien réel et au final le personnage s'est bel et bien suicidé. La réponse sera dévoilée dans les dernières minutes et le spectateur sera donc fixé une bonne fois pour toutes. Numéro 3. Histoire d'un détective de Shinichiro Watanabe. Histoire d'un détective s'est produit sur le tard. Le producteur Hiroaki Takeshi et les sœurs Wachowski avaient reçu plusieurs scénarios qui ne leur ont pas plu, et Watanabe était alors venu avec cette histoire policière liée à Trinity. Ils lui ont alors donné le feu vert, et finalement, Watanabe est le seul réalisateur à avoir réalisé 2 courts-métrages totalement différents, à la différence de Mairo Maeda qui a vu son segment coupé en 2. Le film se présente au premier abord comme un film noir type années 50. Le compositeur Don Davis est d'ailleurs inspiré de musique de films de cette époque, ainsi que du Chinatown de Jerry Goldsmith pour composer la sienne. Mais plus le cours avance, et plus on se retrouve avec des éléments aberrants comme des ordinateurs. Cet aspect confirme que la matrice est en fait totalement intemporelle et que les machines se jouent de l'homme. Ainsi, comme le disait Morpheus dans Matrix, les machines font croire que les hommes sont à une date précise dans le temps, alors qu'ils sont en fait à des siècles supérieurs. Cela se confirme ici avec un héros qui croit peut-être qu'il est dans les années 1950 alors qu'il est en fait en 2150. À l'image des sœurs Wachowski dans les films Matrix, Watanabe fait plusieurs allusions à Alice au Pays des Merveilles et à sa suite. Ainsi, Trinity apparaît soit comme le Jabberwocky, soit comme la Reine Rouge selon les personnages, et elle suggère au héros qu'il n'est pas encore passé de l'autre côté du miroir au contraire d'elle. Le réalisateur fait également une allusion directe à Matrix, puisque tout comme Neo au début du premier film, le héros se retrouve avec un mouchard dans le corps, non pas dans le nombril, mais dans l'œil. Dans les deux cas, le héros pense au départ qu'il s'agit d'un rêve, et une Trinity le lui enlève. Si Histoire de Kid était une véritable prise de risque tant dans les thèmes que dans l'animation, Histoire d'un détective est plus proche du style habituel de Watanabe, et surtout se rapproche de Cowboy Bebop, son œuvre phare. Numéro 4. Dernier vol de l'Osiris d'Andy Jones. Si Dernier vol de l'Osiris est un film d'Andy Jones, ce dernier n'est pas vraiment un réalisateur. En fait, Andy Jones est surtout un concepteur d'effets visuels qui a travaillé sur des très gros films depuis les années 90, au point d'être oscarisé pour Avatar et Le Livre de la Jungle. En 2001, les sœurs Wachowski contactent le studio Square Pictures. À cette époque, Andy Jones travaille pour eux en tant que directeur de l'animation sur Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Elle leur propose alors le scénario de Dernier vol de l'Osiris, qui se révélera être le seul animatrix en CGI photoréaliste. Et accessoirement le dernier projet de Square Pictures, puisque le studio fermera suite au flop commercial fracassant de Final Fantasy. L'héroïne de Final Fantasy, Aki Rose, devait devenir une sorte d'actrice virtuelle pour le studio Square Pictures, devant apparaître dans plusieurs films au même titre que Simone dans le film éponyme d'Andrew Niccol. Il n'est donc pas étonnant qu'Andy Jones et ses comparses l'ont utilisée comme personnage principal d'une démo technique où elle devait affronter une sentinelle. Si Final Fantasy était déjà particulièrement bluffant pour son époque et l'est toujours par la même occasion, Dernier vol de l'Osiris pousse parfois le cursus encore plus loin, avec notamment son début en forme de démo technique absolument bluffante et particulièrement coquine au passage. Dernier vol de l'Osiris est une pièce importante dans la mythologie de Matrix puisqu'il s'agit de l'élément déclencheur d'Enter the Matrix qui mènera ensuite à Reload et à Revolutions. En effet, l'équipage de l'Osiris voit que les machines creusent de plus en plus vers Sion, la ville où se trouvent les derniers humains libres. Le vaisseau est alors assailli par des sentinelles et l'équipage meurt au cours de l'affrontement. Toutefois, ils ont le temps de délivrer un message à travers la matrice, qui sera ensuite récupéré par Niobe dans Enter the Matrix, ce qui mènera à la réunion au début de Matrix Reload et à la grande bataille de Matrix Revolutions. Néanmoins, on peut trouver le film un peu trop court, si bien que l'on a bien du mal à s'attacher aux membres de l'Osiris. Un peu plus long et peut-être que l'on aurait gagné en émotion, ce qui n'aurait pas été un mal. Numéro 5. Programme de Yoshiaki Kawajiri. Au début du projet, les sœurs Wachowski ont rédigé une liste de réalisateurs potentiels pour les Animatrix et Yoshiaki Kawajiri en faisait partie. Cela tombait bien puisque Kawajiri a adoré Matrix et ils ont vite collaboré ensemble.
Le réalisateur a alors écrit 2 scénarios, un qu'il a confié à son ami Takeshi Kwake, l'autre qu'il a réalisé lui-même, le tout sponsorisé par Madhouse. Yoshiaki Kawajiri est un réalisateur plutôt connu en France puisque l'éditeur Manga Video avait sorti plusieurs de ses travaux en VHS durant les années 90. Parmi eux Ninja Scroll et Wicked City, des œuvres particulièrement radicales entre violence brute et érotisme. Des œuvres pour un public averti, ce qui correspondait plutôt bien avec la ligne éditoriale trash de Manga Video à cette époque. À l'image d'Histoire d'un détective avec le film noir des années 50, Programme semble se situer durant le Japon féodal, ce qui n'a rien de très étonnant de la part du réalisateur de Ninja Scroll. On y suit une héroïne qui abat divers adversaires qui partent comme une traînée verte, ce qui nous fait penser que nous sommes dans une simulation de la matrice et que les adversaires sont des sortes de PNJ. Grand fan du film des Wachowski, il n'est pas étonnant que Kawajiri a inséré un personnage digne de Cypher qui va questionner l'héroïne sur les choix qu'elle a fait et les choix qu'elle va devoir prendre par la suite. Tout le but de la simulation est de savoir quel choix elle va faire. D'autant que Kawajiri brouille les pistes puisque le personnage masculin dit plusieurs fois à l'héroïne qu'il a bloqué les communications avec le monde réel, l'empêchant donc de sortir de la matrice d'elle-même. Donc soit elle le tue, soit elle le rejoint, soit elle se fait tuer. Au passage, si vous avez apprécié l'animation de Vampire Hunter des Bloodlust, vous trouverez ce programme absolument saisissant, notamment avec une profondeur de champ hallucinante. Numéro 6. Record du monde de Takeshi Kwake. Si vous avez déjà vu la vidéo sur Lupin 3, vous savez donc qui est Takeshi Kwake. Le réalisateur met en scène avec Record du monde une sorte d'inversion de Neo, c'est-à-dire un personnage qui n'a pas réussi à se réveiller totalement. Au début du film, la voix off, qui est d'ailleurs la même que pour la seconde Renaissance, dit que les gens qui sortent de la matrice, ou du moins peuvent la voir, sont des gens qui sont capables de fortes intuitions, de sensibilité et aussi capables d'analyse. Mais parfois cela arrive par hasard, ce qui est le cas du personnage Dan qui est présent dans Record du monde. Dan est un coureur de haut niveau qui veut à tout prix battre son propre record du monde, bien que son corps commence à lâcher. C'est alors qu'il semble avoir atteint son sésame que des chiffres commencent à sortir du sol et que des agents remplacent des coureurs derrière lui. Les agents ont d'ailleurs un look totalement différent de ceux qu'ils arborent dans la franchise Matrix en général. Ils ont toujours des lunettes de soleil, mais le costard-cravate est remplacé par des chemises violettes, ils ont également des vestes longues et les coupes de cheveux sont totalement libres en comparaison de celles des agents Smith et Thompson. Lorsque les sœurs Wachowski ont lu le premier script, elles avaient tiqué sur le dénouement qui était trop proche du destin de Neo. Kawajiri a écouté leurs suggestions et il a livré une conclusion beaucoup plus négative mais tout aussi ambiguë. En effet, on pourrait donc croire que Dan est dans une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il est amnésique dans un certain sens, mais quelques bribes d'informations semblent lui suggérer que la matrice existe bel et bien. Au même titre que les cyclistes des triplettes de Belleville, sortis ironiquement la même année, les sportifs de record du monde sont particulièrement musclés et Takeshi Kwake insiste beaucoup sur leurs muscles avec des ralentis, ce qui permet d'être au plus près des émotions et des actions des personnages. Numéro 7. Au-delà de Koji Morimoto. Koji Morimoto n'est pas forcément très connu du grand public et pourtant il s'agit d'une sommité dans l'animation japonaise. Il est ainsi un des cofondateurs du studio 4 degrés au même titre qu'Eiko Tanaka que l'on retrouve également productrice sur les Animatrix. Bien qu'il a réalisé des segments des films à sketch Robo Carnival et Memories, il est surtout connu comme animateur et notamment sur des productions maison comme Man Game ou Spriggan. Morimoto a également la réputation d'être assez lent et de revenir à zéro lorsqu'il bute sur une idée, ce qui a donné lieu à une production particulièrement longue avec au moins 3 ans de discussion et 2 ans de gestation pure, soit un pur cauchemar de producteur selon Hiroaki Takeshi. À cela rajouter que Morimoto a écrit plusieurs scripts rejetés et qu'il voulait à tout prix avoir l'air Tori Hanze pour un passage piéton de quelques secondes. Si bien que l'ingénieur du son Marc Larry a dû écumer plusieurs quartiers japonais pour pouvoir enfin trouver la perle rare. Au même titre que Shinichiro Watanabe avec Histoire de Kid, Koji Morimoto a opté pour la rotoscopie, filmant un modèle pour jouer l'héroïne dans toutes les scènes du film avec la garde-robe appropriée. Tout comme Kawajiri avec le Japon féodal, Morimoto plante son décor dans un lieu typiquement japonais, à savoir le quartier de Kishijoji où se trouve le studio 4 degrés. Au-delà est un film qui prend son temps et qui va exploiter toutes les facettes d'une maison qui s'avère être un bug dans la matrice. Ainsi, des personnages sont en lévitation, des oiseaux sont au ralenti, un chien va changer de couleur d'un lieu à un autre, un couloir va littéralement bugger, une lampe va émettre de la lumière alors qu'elle est cassée, etc., etc. Même si on est loin de la folie furieuse, Au-delà rappelle en quelque sorte à Ozu, où une fois que les héroïnes étaient arrivées à la dite maison, il pouvait leur arriver tout et n'importe quoi. Au-delà est de loin le film le plus calme et le moins violent de l'anthologie, et c'est à peine si vous verrez quelques gouttes de sang émaner des personnages. Morimoto utilise simplement le concept du bug de la matrice et le fait très bien. Numéro 8. Matriculé de Peter Chung.
Outre les scripts rejetés, il y a également eu des départs durant la production d'Animatrix, et c'est ainsi qu'un réalisateur a laissé vacant le 8e court-métrage. Les Wachowski ont alors pensé à Peter Chung, que l'on connaît pour les Razmoket, mais surtout pour Aeon Flux. Peter Chung n'a donc pas eu autant de temps que ses petits camarades, mais il a pu faire ce qu'il voulait, et son style se reflète notamment dans le chara-design de ses personnages. Il offre même une séquence de trip un peu longue mais superbe, qui permet à une machine de s'humaniser au contact d'humains et de montrer une autre vision de la matrice. Il est bon de souligner que l'animation a été faite main et finalisée par ordinateur due aux contraintes de temps engendrées par la production tardive du projet. Néanmoins, l'animation est tout sauf bâclée, et si on doit émettre un bémol, ce serait davantage aux personnages humains, qui sont moins intéressants que le voltigeur. Animatrix est donc une anthologie de courts-métrages particulièrement intéressants, n'ayant pas grand-chose à voir entre eux, et qui permet justement de montrer que les États-Unis et le Japon peuvent parfois collaborer pour faire de belles choses, et non forcément pour des adaptations de mangas foireuses. Donc voilà pour ce numéro d'Il était une fois en Asie consacré à Animatrix, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.